un doux soleil s'est levé sur le royaume d'Antasia. Préparez votre thé, café ou chocolat, car voici venue l'heure du réveil des enchanteurs. Mystère et magie, réveille l'enchanteur qui est en toi. Et oui, mes très chers enchanteurs, mystère et magie, réveille l'enchanteur qui est au fond de toi. Eh bien, il est 10h passées, et oui, mes très chers enchanteurs, et il est temps pour le réveil des enchanteurs. Tous les dimanches, nous sommes présents en direct entre 10h et midi. Et aujourd'hui, en ce troisième, dimanche du mois, on va avoir l'immense bonheur de retrouver plusieurs chroniqueurs de la chouette équipe. Et ça, c'est juste merveilleux. Alors, qu'est-ce qui va se passer ce matin, hein? Plein de belles choses. Alors déjà, vous aurez la guidance féerique. Yeah! Oui! Alors en plus, je sais pas, j'ai toqué. Hein. Quand j'ai fait l'enregistrement, j'ai toqué, je sais pas. La balance m'a perturbée. Mais pas que la balance. Vous verrez quand vous entendrez la guidance. Et bien sûr aussi, on va avoir la chouette chanson d'Eric Cooper. Et vous verrez, ça va y aller. Ça va y aller parce que ça va donner du peps pour la matinée. On va aussi avoir notre merveilleuse Vera avec sa Witchy Planet. Alors pour cette saison, c'est très spécial parce que Vera déjà nous emmène bien sûr dans des tas d'endroits, mais sous le prisme de la lithothérapie. Et oui, donc on va aussi ouvrir les portes autour de la lithothérapie grâce à Vera. Et aujourd'hui, place à l'Égypte et surtout à la pierre lapis lazuli. Voilà, un truc comme ça, hein. Je suis désolée si j'arrive pas à le dire, mais je pense que vous l'avez compris, mes très chers enchanteurs. Bien sûr aussi, en deuxième partie d'émission, justement, j'ai Samuel qui vient d'arriver sur le chat. Coucou mon petit Samuel. Eh bien, Samuel va être parmi nous. C'est sa grande première à Samuel. Attention, hein. Et c'est pas des moindres. Donc, jolie chronique autour, du sujet. Ça y est, je vais bugger. Le petit Lenormand? Oui! Je crois que je suis arrivée. Autour du petit Lenormand, tu pourras me taper sur les doigts, Samuel, si j'ai des bêtises. Avec Isilionne, bien sûr, qui nous parlera aussi de la Marjolaine. Donc, on va avoir une belle matinée en notre compagnie. J'ai été buggée là, j'étais buggée de ouf. Mais avant qu'on commence, mes très chers enchanteurs, bien évidemment, on va faire des coucous sur le chat parce qu'il y a du monde. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Pour venir nous rejoindre, c'est très simple. Vous allez sur radioantasia.fr, vous allez dans l'onglet chat, vous mettez votre petit pseudo magique. Oui. Et comme par enchantement, vous êtes connecté sur le chat de la radio avec les enchanteurs qui sont présents. Donc ce matin, il y a Samuel. Hello Samuel. Grande première. Il y a Artemis qui est là aussi. Coucou Artemis. Ça va bien ma pupuce? Il y a aussi Mimi Mireille. Yeah. Hello Mimi. Il y a Clandulacra. Coucou Clandulacra. Il y a Hazelion. Hello Hazelion. Hello Hazelion. How are you fine? Il y a Julia qui est là. Coucou Julia. Allez, poussière d'étoiles. Il y a Althea qui est là. Coucou Althea. Ça va bien? Oui. Merveilleux. Il y a également Cerise, alias Aurore. Alors, j'ai appris dans le chat que Cerise était la voisine de Laura. Alors, mystère et boule de chewing-gum. Est-ce vrai? Est-ce pas vrai? Mais en tout cas, je pense que c'est vrai, sinon tu l'aurais pas dit sur le chat. Donc, on embrasse bien fort Laura de notre part, de la part de toute la chouette équipe et de tous les enchanteurs. Laura nous manque beaucoup, donc j'espère qu'elle va bien et que tout se passe bien pour elle. On l'embrasse bien fort et on t'embrasse également bien fort, ma très chère Cerise. Je vais t'appeler Cerise parce que tu as mis ce pseudo sur le chat. Hein? On est d'accord, Cerise? Merci Artemis pour tes petits bisous. Merveilleux prénom, Samuel, oui. Ah, c'est le prénom de ton fils aussi. Eh bien, c'est que du bonheur. Eh oui, on va avoir ça tout au long de la matinée. Que du bonheur. Donc, on va commencer. On va aller swinger avec une musique, une chouette chanson. Vous allez voir. Est-ce que si je vous dis « Call me », est-ce que ça vous parle, mes très chers enchanteurs? Call me.
Nanana, nanana. Allez, je vais pas la chanter. La chanteuse le fait bien mieux que moi. Donc c'est parti. Vous avez deviné. Call Me de Blondie. Et oui, c'est la chouette chanson d'Eric Cooper. Vous savez, j'ai reçu des tas de chansons pour mettre du bonheur et du peps lors des matinales du dimanche matin. Et cette chanson fait partie donc de j'allais dire de l'équipe, de la liste des chansons du bonheur de notre très cher Eric Cooper. Bah tiens, il y a Sylvain qui vient d'arriver. On t'embrasse fort, Sylvain. Allez, c'est parti pour Call Me. Attention, ça va déménager du bouillon. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle saison de Witchy Planet consacrée cette année à la lithothérapie, aux pierres et les lieux qu'elles incarnent, puisqu'après tout, on est dans Witchy Planet, donc on va aussi un petit peu partir en voyage. Mais rendons à César ses lauriers. Cette idée n'est pas de moi, mais d'Alina. Parce qu'après avoir sillonné ces 3 dernières années, les lieux les plus sorciers du globe, les arrondissements les plus magiques et ésotériques de Paris, et tous les hauts lieux vibratoires de France, eh bien je me suis dit que cet angle nouveau, différent, était décidément très intéressant. Car depuis toujours, l'humanité est fascinée par les pierres. Associés bien souvent aux puissants, leur usage était très répandu dans toutes les civilisations, des pharaons en passant aux Amérindiens, sans oublier les Perses qui, par exemple, pensaient que la Terre était un gigantesque saphir dont les reflets coloraient le ciel. Poétique, n'est-ce pas ? Et cette fascination, eh bien, je la partage, parce que les pierres m'ont toujours appelée depuis l'enfance. De la recherche de pseudo-fossiles lors d'interminables promenades en famille, de silex dans la cour de ma tante pour essayer de faire du feu avec mes cousins, et plus tard une collection à n'en plus finir de pierres roulées de bijoux, eh bien je peux dire que les pierres ont toujours fait partie de mon quotidien et je pense qu'il y a quelques-uns parmi d'entre vous qui sont dans le même cas. Ma curiosité concernant la lithothérapie est venue plus tard. D'ailleurs, je dois vous prévenir que je ne prétends pas du tout être une spécialiste, mais alors pas du tout, mais comme toujours, je vais tâcher d'être la plus probante dans les informations que j'ai collectées pour vous sur le sujet. Alors, pour inaugurer cette série, eh bien, je n'ai pas eu à réfléchir très longtemps sur le choix de la pierre que je souhaitais vous mettre en avant. Pierre sacrée, emblématique de la civilisation égyptienne que j'affectionne tant, je pense que vous l'avez à l'esprit, c'est le lapis-lazuli bien sûr, et cette pierre m'est vraiment apparue comme une évidence pour démarrer ce cycle. Et ainsi, à chaque chronique Witchy Planet, cette année, outre le fait de vous présenter la pierre du jour en détail, ses caractéristiques, son histoire, les lieux qui l'incarnent, ses usages et propriétés en lithothérapie, eh bien, je vais en profiter aussi pour vous livrer des informations sur les grands fondements et principes de la lithothérapie, bien sûr, en toute modestie. Et ainsi, au bout de la saison, eh bien, vous aurez acquis quelques bases en lithothérapie et puis surtout, vous aurez découvert le visage de 9 pierres en particulier. Mais sans plus tarder, commençons par poser la définition et l'histoire de la lithothérapie. Les pierres, les cristaux accompagnent l'humanité depuis le premier outil fabriqué de la main de l'homme et sont encore utilisés dans les technologies les plus récentes, les plus poussées. Nous savons qu'entre 15 000 et 5 000 ans avant notre ère, les hommes de la préhistoire se servaient de pierre dans tous les actes de leur vie quotidienne. La pierre était portée en amulette, travaillée en statuette, dressée en temple mégalithique. Menhir, dolmen, cromlech, on y appelait force, fécondité. La lithothérapie était déjà née, comme le résume l'auteur Reynald Bosquero dans son ouvrage Guide pratique des pierres et des soins aux éditions Marabout. Dans l'Antiquité, les Aztèques, Mayas et Incas sculptent la pierre en statues, statuettes, bijoux. En Égypte, le symbolisme des couleurs des pierres, ainsi que l'art de leur placement sur le corps, notamment sur les momies, se développe. En Chine, en Inde, en Grèce, dans la Rome antique et l'Empire ottoman, chez les Hébreux et les Étrusques, on élève temples et statues, on fabrique des bijoux ornés de gemmes et on utilise les pierres pour leurs vertus physiques et psychologiques. Alors durant le premier millénaire, la symbolique des pierres va s'enrichir considérablement. Que ce soit en Occident, en Chine, en Inde, au Japon, en Amérique, en Afrique ou en Australie, le savoir autour des pierres continue de croître. Les alchimistes cherchent la pierre philosophale, les Chinois utilisent les propriétés du jade en médecine, les Indiens codifient les propriétés des gemmes et les jeunes brahmanes sont initiés au symbolisme minéral. Dans les tribus nomades de divers continents, les pierres sont utilisées comme objet de relation entre homme et le divin. Et puis au cours du second millénaire, les connaissances s'affinent.
L'abbé Ahui, savant minéralogiste sous Bonaparte, découvre au XVIIIe siècle les 7 systèmes cristallins. Les pierres sont utilisées en médecine, essentiellement sous forme de poudre et d'élixir. La lithothérapie, qui ne porte pas encore son nom, rejoint les disciplines scientifiques médicinales. C'est assez hallucinant quand on y réfléchit par rapport à aujourd'hui où tout doit être scientifique et cartésien. Et puis, sous l'impulsion du progrès des sciences, on se détourne du pouvoir des pierres. Ce n'est que dans la deuxième moitié du XXe siècle que l'on assiste à un regain d'intérêt pour les pierres et leurs propriétés. Donc le terme lithothérapie n'apparaît seulement qu'à cette époque-là, en même temps d'ailleurs que des termes comme la phytothérapie. Son étymologie vient de l'association des termes grecs lithos, signifiant pierre, donc pierre par opposition aux matériaux comme le bois, les métaux, et thérapeia, signifiant cure, prendre soin d'eux. Donc littéralement, la lithothérapie, c'est l'art du soin par les pierres. Et c'est le médium Edgar Cayce qui attire le premier l'attention sur les propriétés curatives des minéraux en évoquant le pouvoir de guérison des cristaux, ce qu'il va appeler Crystal Healing. Puis c'est sous l'impulsion des mouvements d'idées nés dans les années 60 et 70, en particulier le New Age, que la lithothérapie regagne les faveurs du public. Alors aujourd'hui, de plus en plus de personnes se passionnent pour les bienfaits des pierres et développent cette approche douce comme alternative et complément à la médecine moderne. L'occasion d'ailleurs de rappeler ici que la lithothérapie ne remplace absolument pas une consultation chez le médecin, c'est une aide tout au plus qu'il faut percevoir comme vraiment une aide complémentaire. Car soyons clairs, aucune étude scientifique n'a prouvé l'effet des pierres sur l'organisme, mis à part la radioactivité. Mais d'un autre côté, moi je me dis que si les humains attribuent un pouvoir aux pierres et nourrissent une telle fascination depuis des millénaires, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est qu'il y a en tous les cas une attraction naturelle évidente, une raison subtile et sans doute un égrégore. Et en attendant que nous trouvions peut-être un jour les moyens de constituer la lithothérapie en science, nombreuses sont les personnes qui considèrent que les pierres ont des pouvoirs thérapeutiques. Ces roches, minéraux ou pierres précieuses exerceraient en effet un impact perceptible sur nous les humains, sur le plan physique, émotionnel, mental ou spirituel. Des pierres qui, en raison de leurs caractéristiques naturelles dues à leur formation, leur structure, leur teneur en minéraux ou encore leur couleur, auraient des vertus pour notre bien-être. En tous les cas, les pierres, les cristaux font partie d'un quotidien très concret. On extrait chaque jour des métaux et les corps chimiques de minéraux. Le quartz est dans nos montres, dans nos ordinateurs, dans nos appareils électroniques. Les rubis génèrent les lasers et bien sûr, nous les portons en bijoux, nous les utilisons aussi en décoration. Donc au final, chacun est libre de faire sa propre idée sur la lithothérapie et au fond, ce qui est juste, c'est ce que l'on ressent soi. Passons maintenant à la star du jour, j'ai nommé le lapis-lazuli avec son bleu intense et envoûtant. Alors tout d'abord, précisons que le lapis-lazuli est une roche et non pas un minéral. Parce que au sens géologique et minéralogique, une roche, c'est un mélange de substances, alors qu'un minéral, en revanche, c'est une composition uniforme de matière avec une apparence homogène. Or, lorsque vous regardez votre lapis-lazuli, si vous en possédez un, vous voyez bien qu'il est en fait composé de plusieurs choses, de plusieurs minéraux. La lazurite évidemment, pour une proportion qui va osciller de 25 à 40%, et c'est la lazurite qui va lui donner cette couleur bleue si intense. Mais vous allez aussi pouvoir observer des veines blanches, bleues et des incrustations dorées. Eh bien, ces veines blanches, ça va être la calcite, les veines avec des nuances bleues, la sodalite, et puis ces petites incrustations, ces petites étoiles, évidemment, c'est la pyrite. Donc le lapis-lazuli, c'est une roche et c'est une roche métamorphique, c'est-à-dire qu'elle a été transformée dans sa structure sous l'effet de modifications de température et de pression à l'intérieur de certains calcaires qui sont en fait des marbres cristallins. Et c'est une pierre qui a donc une structure cristalline cubique, dont la teinte peut être plus ou moins translucide jusqu'à quelque chose de très opaque, avec différentes nuances de bleu selon les pierres. Ça va du bleu foncé, en passant par le bleu mauve, le bleu vert. Et le lapis, on va le classer dans la catégorie de ce qu'on appelle les pierres fines, ce qu'on appelait auparavant aussi les pierres semi-précieuses.
Étymologiquement parlant, son nom provient du persan lazawar, ou l'azur, qui signifie bleu évidemment, et lapis, qui signifie pierre en latin. Les principaux gisements du lapis-lazuli, on va les trouver dans les montagnes d'Afghanistan, du Pakistan, du Tadjikistan. Et c'est en Afghanistan qu'on va recenser les tout premiers gisements il y a plus de 7000 ans. De nos jours, c'est toujours là qu'on va trouver le gisement le plus abondant du monde, qui s'appelle Saresang et qui est situé dans une région très difficile d'accès, à 2500 mètres d'altitude. Et c'est le gisement qui est réputé aussi pour produire les pierres les plus belles, les plus fines, les plus qualitatives du marché. Alors de nos jours, outre l'Afghanistan, la majeure partie des gisements de lapis-lazuli, on va les retrouver aux États-Unis, en Californie et au Colorado, au Canada, au Myanmar en Birmanie, en Angola, en Russie, dans la région du lac Baïkal et au Chili. D'ailleurs, la pierre lapis-lazuli, eh bien, c'est la pierre nationale du Chili depuis 1984, parce que c'est là qu'on va retrouver la seconde mine la plus importante. Donc il y a 2 gisements qui sont très connus au Chili. Il y en a un premier qui s'appelle Flor de los Andes, qui est à 3500 mètres d'altitude et qui était déjà exploité à l'ère des civilisations précolombiennes. Et puis il y en a un deuxième qui s'appelle Ovalle, toujours au Chili, qui fournit donc une pierre beaucoup plus pâle que la normale, qui est assez particulière. Côté solidité, dureté, le lapis-lazuli, il est classé au niveau 5 à 6 sur l'échelle de Mohs. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler. Donc, Mohs, M-O-H-S. En fait, c'est une échelle qui a été inventée en 1812 par le minéralogiste allemand Friedrich Mohs afin de mesurer la dureté des minéraux. Et donc, en fait, il a basé en fait, sur 10 minéraux facilement disponibles. Cette échelle qui va de 1 à 10, donc du plus tendre au plus dur, le plus tendre étant donc le talc et le plus dur étant le diamant. Voilà, et donc le lapis-lazuli, c'est entre 5 et 6. Donc vous voyez, c'est vraiment une dureté plutôt moyenne, quoi. Et d'une densité de 2,5 à 2,9. Alors souvent, les gens ils vont aimer le côté pailleté du lapis-lazuli avec ses inclusions de pyrite. Or, si la pierre contient une trop forte proportion de pyrite, eh bien elle perd en qualité. En effet, c'est la teneur en pyrite qui détermine la densité du lapis-lazuli. Cependant, le facteur le plus important pour estimer sa valeur, c'est indéniablement sa couleur. Plus elle contient de traces d'autres minéraux, donc ces fameuses veines dont je vous parlais, les veines blanches, les veines bleues, plus elle perd en intensité. Et donc, comme je vous disais, les lapis-lazuli, les connus pour être les plus purs, c'est ceux qui viennent d'Afghanistan, parce que c'est un bleu très profond, très intense, très chaud, tant recherché par les collectionneurs et les joailliers. D'ailleurs, quand vous cherchez en fait des pierres sur les marchés, dans les foires ou sur les sites internet, souvent on vous dit voilà, ça vient d'Afghanistan. Bon, c'est pas toujours évident non plus d'en obtenir la preuve, si tant est qu'en plus vous ayez en fait devant vous un lapis-lazuli véritable, puisqu'il y a énormément de contrefaçons avec des pierres qui sont teintées, voilà, et puis des qualités aussi très, très variables. Voilà pour la présentation du lapis-lazuli, de ses caractéristiques physiques, et maintenant je vais vous proposer d'aller découvrir son histoire et les lieux que la pierre incarne. Comme je vous le disais, ça fait déjà 7000 ans que le lapis-lazuli exerce une fascination sur les hommes et que les hommes l'utilisent. La première, on va dire, utilisation attestée du lapis-lazuli, eh bien, c'est sur le site de Tepe Gara, en Mésopotamie, à la fin de la période d'Obéide. Donc c'est une période qui allait de moins 6500 à moins 3750 avant Jésus-Christ. Et on va également la retrouver citée à plusieurs reprises dans l'épopée de Gilgamesh, ce fameux récit légendaire de Mésopotamie. Ensuite, à l'époque des dynasties archaïques sumériennes, de moins 2900 à moins 2340, on va également retracer un fort usage, un fort recours à la pierre, à laquelle on attribuait en fait des vertus apotropaïques, c'est-à-dire de protection contre les forces néfastes.
Et évidemment, s'il y a un endroit auquel on pense quand on pense lapis-lazuli, eh bien c'est évidemment l'Égypte. Et c'est là que je vous emmène pour notre première destination. Donc direction l'Égypte et plus précisément à Luxor sur la rive ouest du Nil. Alors vous le savez, les Égyptiens étaient fans de lapis-lazuli, mais il ne faut pas croire que tout le monde y avait accès, c'était vraiment réservé aux plus puissants, aux plus riches, notamment les pharaons et les membres de la famille royale. Donc on va utiliser la pierre en orfèvrerie, mais aussi pour les masques funéraires de ces personnes-là. Et c'est pour ça que je vous emmène justement à Luxor, puisque c'est là que se situe la vallée des rois, là où on trouve enterrés donc les pharaons, et en particulier Toutankhamon. Et c'est dans sa tombe qu'on a trouvé ce masque qui est absolument envoûtant, je suis sûre que vous l'avez à l'esprit, ce fameux masque d'or incrusté de stries de lapis-lazuli avec ce contraste de ce bleu avec l'or et qui est absolument magique. D'ailleurs, ce masque va être bientôt transféré au nouveau grand musée égyptien du Caire. Donc si vous avez un jour la chance de vous y rendre, eh bien, je pense que c'est vraiment un objet absolument incontournable. Donc durant cette époque, le lapis-lazuli c'était aussi associé par les Égyptiens à l'immortalité et à l'infini par sa couleur bleue. Et c'est pour cette raison qu'ils plaçaient cette pierre à l'intérieur des tombeaux, mais aussi pour protéger les défunts et les accompagner dans la mort. Mais outre cet usage-là, certains aussi l'utilisaient en maquillage, puisque en fait la pierre était réduite en poudre et utilisée en fard à paupières. Alors ça devait donner un truc assez disco quand même, hein. Alors si on quitte l'Égypte mais qu'on reste à la même époque, la même période, on peut parler aussi des Romains qui utilisaient également la pierre lapis-lazuli, mais complètement différemment puisque eux ils l'utilisaient comme un aphrodisiaque. Et oui, alors c'était aussi extrêmement onéreux, alors encore plus onéreux pour eux parce que il fallait pouvoir s'en procurer, hein, et le fait de s'en faire acheminer depuis le Proche-Orient, c'était quand même pas une mince affaire. À noter aussi dans l'Antiquité qu'il n'était pas rare que le lapis-lazuli soit confondu avec le saphir. D'ailleurs, Pline, hein, le fameux Pline l'Ancien, parlait de sapyrus, c'est-à-dire de saphir, quand il désignait le lapis-lazuli. Il parlait de saphir avec des taches dorées. On trouve d'ailleurs des références similaires dans la Bible, mais également dans des écrits arabes de la même période qui utilisaient la désignation de saphir pour cette même pierre. Alors évidemment, la nomenclature actuelle de la minéralogie n'est plus la même que celle de l'Antiquité, ni même celle de l'époque médiévale. Alors au Moyen-Âge d'ailleurs, on attribuait au lapis-lazuli des vertus médicinales. On pensait que la pierre était bonne pour la robustesse des membres, que ça permettait aussi de guérir l'esprit de la peur, du doute et de l'envie. On va la consommer carrément en élixir, donc on la buvait broyée mélangée à du lait, mais on l'utilisait aussi de manière très prosaïque, hein, pour teindre des tissus, pour peindre sur de nombreux supports, notamment les enlumineurs du XIIe siècle l'ont beaucoup utilisé donc en pigment. Et plus tard, pendant la Renaissance, on va continuer d'utiliser cette poudre en pigment pour confectionner des œuvres d'art, dont certaines sont très célèbres encore à l'heure actuelle. Et sur ce rebond, je vous emmène justement en Hollande pour découvrir un tableau absolument emblématique de ce bleu lapis-lazuli. Donc je vous emmène plus précisément dans la ville de Delft, dont le peintre Vermeer est originaire. Alors Vermeer, 1632-1675, vous le connaissez sans doute, il est extrêmement connu pour avoir peint souvent des scènes de vie domestique, avec vraiment en fait une ambiance très particulière qui mêle à la fois familiarité et mystère par notamment l'association de couleurs inimitables, et notamment ces bleus. Parce que même si à l'époque de Vermeer, le lapis-lazuli était un pigment extrêmement rare et coûteux, ça ne va pas l'empêcher de l'utiliser abondamment dans tout un tas de tableaux, alors sachant qu'il n'en a pas produit énormément, en plus il a une vie relativement courte, et donc pour ces bleus, il a utilisé principalement 3 pigments, le lapis-lazuli qui produit donc le bleu outre-mer, mais aussi l'indigo, et la cérus qu'on appelle aussi blanc de plomb.
Alors, si on devait faire un focus, on pourrait parler de plusieurs tableaux du peintre, puisque nombreux sont célèbres, mais il y en a un qui est emblématique, vous l'avez peut-être deviné, c'est La jeune fille à la perle. Alors c'est une peinture à huile sur toile réalisée donc vers 1665, et ce tableau, qui est de moyenne dimension, est un portrait en buste d'une jeune fille. Alors on pense que ça peut être l'une des filles de Vermeer, et donc cette jeune fille porte une perle à l'oreille ainsi qu'un turban sur la tête. Et on l'a d'ailleurs aussi surnommée la Joconde du Nord. Voilà. Et ce portrait, il est vraiment représentatif de l'âge d'or de la peinture néerlandaise. Et donc voilà, ce bleu, vous allez le retrouver dans bon nombre des tableaux de Vermeer. Donc vous serez peut-être attentif si vous avez la chance d'aller en voir en vrai dans certains musées. En tous les cas, celui-ci, vous allez le retrouver au Mauritshuis, qui est le plus beau musée de La Haye en Hollande. Alors, on va rester en Europe et je vous amène maintenant en Italie. Et hop, je vous emmène à la Chapelle Sixtine à Rome, sur le mur ouest intérieur de l'édifice, pour contempler la fresque du Jugement dernier. Alors, si je vous pose la question de l'auteur de cette fresque, vous avez déjà un sacré indice. Chapelle Sixtine, généralement, on pense tout de suite Michel-Ange. Et oui, c'est Michel-Ange qui va peindre cette composition absolument spectaculaire entre 1536 et 1541. Alors pourquoi est-elle spectaculaire? Déjà parce que elle est d'une taille monumentale, hein, elle fait 200 mètres carrés, 16 mètres sur 13, mais elle est aussi spectaculaire par comment dire, l'effet, le contraste esthétique qu'elle imprime. On est donc sur le thème du jugement dernier, le Christ en train de juger les âmes, les élus qui montent au paradis, les damnés qui partent en enfer. Et on va donc observer 391 personnages en mouvement, qui sont représentés vraiment avec une précision d'anatomiste, sur ce superbe fond bleu, qui est produit grâce à quoi? Vous l'aurez deviné, grâce au pigment du lapis lazuli. Et il ne faut pas imaginer qu'à l'époque, le pigment était beaucoup plus abordable qu'au temps des Égyptiens ou des Romains, comme je vous le disais précédemment. Il était tellement luxueux, tellement onéreux, qu'il fallait le préciser dans les contrats de commande des tableaux. Et c'est grâce au financement du pape que Michel-Ange va pouvoir l'utiliser dans cette fresque-là. Et d'ailleurs, ce qui est notable quand vous voyez cette fresque, c'est que donc autour, vous avez d'autres fresques, donc exécutées également par Michel-Ange, mais pour lesquelles il a utilisé d'autres pigments, on va dire plus cheap, et on voit bien en fait que le contraste, on voit bien le contraste et on voit bien qu'on n'est pas du tout sur le même rendu. Donc si vous avez la chance de vous rendre prochainement en Italie et à Rome en particulier, attendez aussi un petit peu si vous voulez voir cette fresque, puisque le Vatican a annoncé récemment la rénovation de la fresque, puisqu'elle n'avait pas été restaurée depuis 30 ans. Et donc, a priori, à partir de janvier 2026, et pour une durée de 3 mois, eh bien, la fresque va connaître une opération exceptionnelle de rafraîchissement. En tous les cas, c'est vraiment un joyau de la Renaissance qu'il ne faut pas manquer si vous avez l'occasion de vous rendre à Rome dans les prochains temps. Alors, on va maintenant partir pas très très loin d'Italie, dans le pays juste à côté, c'est-à-dire dans le nôtre. Donc on va en France. Donc nous voilà de retour en France et dans une époque beaucoup plus contemporaine puisqu'on est au XXe siècle, à la découverte de l'œuvre d'Yves Klein. Et oui, un autre peintre encore, on reste dans ce registre. Donc vous connaissez forcément le bleu Klein qui a envahi son œuvre à partir de 1957. Alors le peintre va décliner cette couleur à l'infini de manière quasi obsessionnelle, de monochrome peint au rouleau en passant par des reproductions de statues antiques teintes en bleu, et sur aussi ces tableaux contrastes avec des fonds blancs. Vous avez peut-être à l'esprit ce tableau, alors je ne me rappelle plus du nom, mais où on voit des silhouettes féminines assez abstraites, teintes en bleu sur fond blanc. Donc vraiment, Yves Klein va être en amour pour cette couleur. Pourquoi? Parce que ce bleu-là, spécifiquement, c'est pour lui la plus parfaite expression du bleu, qu'il considère vraiment comme une couleur céleste. Alors, ce bleu incomparable, évidemment, Klein ne l'a pas inventé, même si il lui a donné son nom. Ce bleu incomparable, ce bleu outre-mer, il vient, ce que je vous disais précédemment,
justement du lapis lazuli. Il était déjà utilisé précédemment par tout un tas de gens. Mais pour autant, à cette époque, le lapis lazuli, il est pas plus accessible, il l'est même encore moins, puisqu'à l'époque, le lapis va coûter entre 6 000 et 10 000 francs le kilo, pour ceux à qui les francs vont encore parler. Alors du coup, Klein va se tourner vers des chimistes pour essayer de trouver une alternative. Il va d'abord se tourner vers Jean-Baptiste Guimet, qui était un chimiste et un industriel lyonnais, qui va mettre au point un pigment de synthèse à base de thiosulfate d'aluminosilicate de sodium, et qui ne coûte que 800 francs le kilo. Le problème, c'est que la couleur, une fois qu'elle est mise en peinture, qu'elle est appliquée sur la toile, eh bien, en fait, elle ne fixe pas. Voilà, donc il lui faut trouver, en fait, quelque chose qui va venir permettre de fixer le pigment sur le support. Et c'est là qu'il va du coup rencontrer un autre chimiste, qui lui vient de l'entreprise Rhône-Poulenc, et qui va lui fournir une clé. Cette clé, ça s'appelle le rhodopas, donc c'est un acétate de vinyle, et qui est généralement habituellement utilisé comme fixatif, et qui va permettre justement de corriger la problématique du pigment de synthèse précédemment trouvé. Et c'est ainsi que le 19 mai 1960, Yves Klein va déposer l'IKB, donc l'International Klein Blue, à l'INPI, donc à l'Institut National de la Propriété Industrielle. Alors il va bien sûr pas déposer la couleur en elle-même, mais il va déposer la recette qui permet d'obtenir ce bleu de manière synthétique. Alors à l'époque, ça lui a valu beaucoup de critiques. Alors déjà, on le critiquait pas mal pour son œuvre parce que on pouvait la trouver parfois un peu facile. Mais surtout, on va le critiquer aussi pour cette démarche parce qu'elle est pour le moins assez surprenante. Et puis pour d'autres, ils voient dans ce dépôt, on va dire, de l'IKB, un acte d'art conceptuel assez inédit. En tous les cas, c'était aussi le but d'Yves Klein, c'était bien sûr entre guillemets, de susciter, on va dire, l'intérêt, la surprise par rapport à son œuvre. Et ça a marché puisque depuis, son univers bleu outre-mer a vraiment conquis le monde entier. Alors en synthèse, vous l'aurez compris, l'attraction que produit le lapis-lazuli a vraiment traversé les époques, les contrées, les usages. Et du coup, on va regarder un usage différent. Et on va maintenant aller voir les propriétés du lapis-lazuli en lithothérapie. Alors, on prête énormément de vertus et de propriétés au lapis-lazuli en lithothérapie. Alors déjà, sur un plan, on va dire, plus psychologique et psychique, on dit que le lapis-lazuli, c'est une pierre qui va apporter un regain de confiance en soi pour celle ou celui qui l'apporte. C'est une pierre qui va encourager à reprendre sa vie en main, son destin. Donc c'est vraiment une pierre qui va autonomiser, une pierre de souveraineté personnelle, si je puis dire. C'est aussi une pierre qui va élever l'âme et qui va stabiliser l'esprit. D'ailleurs, on la qualifie souvent de pierre de sagesse. Et puis la pierre est associée à 2 chakras en particulier. Alors le premier, c'est le chakra de la gorge. Donc en particulier, si vous portez le lapis-lazuli en pendentif, ça va vous aider à mieux communiquer, notamment vos émotions, vos sentiments, mais ça va vous permettre aussi de vous exprimer de manière plus spontanée, de vous exprimer aussi avec plus de clarté, de mieux défendre vos opinions tout en restant calme et à l'écoute de vos interlocuteurs, parce que c'est aussi une pierre de sérénité. Qui va permettre comment dire, de gérer ses tensions mentales, qui va aider à éliminer le stress, l'anxiété, ainsi que toutes les pensées négatives et les ruminations. Donc c'est aussi une pierre qui permet d'affronter la vérité avec objectivité et clarté. C'est aussi pour ça qu'on l'appelle la pierre de vérité. Donc vous voyez, pierre de sagesse, pierre de vérité. Et donc le deuxième chakra qui est particulièrement concerné par la pierre lapis-lazuli, c'est le chakra du 3e œil, donc le chakra que vous allez retrouver au niveau de la zone sourcilière entre les 2 yeux. Donc le lapis-lazuli posé sur cette zone-là va favoriser l'intuition, la clairvoyance, la paix intérieure. C'est une pierre qui est idéale justement pour la méditation, qui va permettre de libérer l'esprit de pensées parasites, de croyances limitantes.
Voilà, et comme c'est considéré le troisième œil comme étant le centre de la conscience, ça va vous permettre aussi, en l'activant avec le lapis lazuli, d'observer le monde avec une vision plus large. Voilà, donc pour la méditation, c'est vraiment une pierre qui est tout à fait recommandée. Alors sur le plan physique, le lapis va aussi avoir pas mal de vertus. Alors déjà, on dit qu'elle apporterait un soulagement considérable des maux de tête. Donc lorsque vous avez besoin justement de calmer une douleur à ce niveau-là, vous pouvez poser la pierre directement sur votre front ou sur vos tempes ou sur la zone douloureuse du crâne. Et vous pouvez même prévenir une crise de migraine si vous êtes coutumier de ce problème-là en glissant un lapis lazuli sous votre oreiller pendant quelques jours. Alors on dit aussi que le lapis lazuli aurait des vertus au niveau sommeil. Maintenant, il y a un peu de controverse par rapport à ça, parce que c'est quand même une pierre très tectonique, donc c'est... Après, bon, voilà, c'est vraiment aussi en fonction de la sensibilité de tout un chacun, mais là, on lit parfois des choses un petit peu contradictoires par rapport à cette vertu-là. En tous les cas, elle est aussi réputée pour aider à l'équilibre, notamment contre les sensations de vertige. Surtout, et c'est en lien avec le chakra de la gorge dont je vous parlais précédemment, le lapis lazuli, il va aussi être d'une aide précieuse au niveau de tout ce qui est zone respiratoire, donc toute la sphère ORL. Donc ça va aider à renforcer les poumons, à fortifier la gorge, à activer le fonctionnement du thymus, à aussi un petit peu préserver le pharynx. Donc c'est vraiment une pierre qui est recommandée, notamment pour les asthmatiques, mais aussi qui peut être parfaite pour soulager tout simplement une toux ou le rhume, hein, voilà, des éternuements. Voilà. On confère aussi à la pierre lapis lazuli des vertus pour le bon fonctionnement des yeux, comme souvent d'ailleurs les pierres bleues, hein, notamment par exemple la calcédoine. De manière générale, donc, les maux de tête, les troubles du sommeil sont fortement liés à une fatigue d'origine visuelle, et c'est pour ça qu'on peut aussi agir, on va dire, sur cet aspect-là par une application de la pierre en fait au niveau des yeux. Et puis aussi, on dit que le lapis lazuli a un effet sur la peau, notamment en cas de piqûres d'insectes, d'éruptions cutanées type allergie, eczéma et même de brûlures. Donc sous l'effet du massage de la zone, on aura en fait l'effet calmant de la pierre et de son bleu froid qui va atténuer la douleur et l'inflammation. Et puis comme c'est une pierre qui est évidemment associée à l'élément eau, la pierre lapis lazuli va posséder une action très, très efficace sur le fonctionnement des reins, de la vessie. Elle va aussi réguler le confort digestif et apaiser les douleurs liées au cycle menstruel. Alors je vous le redis encore à cet endroit-là, une fois de plus, hein, c'est quelque chose à prendre de manière vraiment complémentaire, mais ça ne remplacera jamais une consultation chez un médecin, un traitement médical, mais ça peut vraiment constituer une aide intéressante. Alors si vous aimez le lapis lazuli, si vous aimez les pierres en général et que vous voulez les associer entre elles, il y a des associations à favoriser et des combinaisons à éviter absolument. Alors côté association à favoriser, surtout si vous avez envie de travailler l'ouverture de votre chakra de la gorge, il est vraiment idéal de pouvoir combiner le lapis avec d'autres pierres bleues, notamment l'azurite, l'aigue marine, la sodalite, le larimar, le quartz bleu ou l'apatite bleue, et il y en a bien d'autres. Mais vous pouvez aussi l'associer idéalement avec les pierres dites froides aux vertus apaisantes comme l'améthyste, la fluorite, la labradorite, la pierre de lune. Donc c'est des pierres qui, parce qu'elles sont dans les mêmes teintes, vont diffuser des énergies similaires et donc vont se renforcer, et notamment en termes de calme, de communication, de sérénité. Alors à l'inverse, il y a vraiment des combinaisons qu'il faut éviter, notamment l'association lapis lazuli jaspe rouge, ou encore avec la malachite, ou encore avec l'obsidienne noire ou l'onyx. En effet, ces combinaisons ne sont pas du tout compatibles, parce que, déjà, par exemple, l'obsidienne et la malachite se portent seules, et puis leurs énergies sont complètement contradictoires. Le lapis lazuli, c'est une pierre qui est puissante mais qui est douce, alors que les autres sont vraiment dynamisantes et sont très fortes. Et donc, de ce fait-là, le lapis ne pourra pas exprimer tous ses bienfaits.
Alors, si vous avez un lapis lazuli, vous avez prévu d'en acquérir un, comment en prendre soin? Déjà, on l'a vu, la dureté est moyenne, hein. Donc c'est une pierre qui est relativement fragile, un peu molle, si on peut le dire comme ça, qui est sensible au choc et aux produits chimiques. Donc surtout, on évite le liquide vaisselle et le savon. Il faut donc l'entretenir avec précaution, éviter les baignades à la piscine, éviter de l'exposer à des sources de chaleur directe. Donc typiquement, le soleil, c'est pas bon, ça va en fait rendre la pierre terne. Vous pouvez la mettre au soleil, mais pas à la lumière directe, parce que malgré tout, le soleil va vous permettre de la recharger. Mais ce qui est mieux encore pour la recharger, c'est plutôt la lumière de la lune, donc une nuit de pleine lune, ça lui ira très très bien. Et puis sinon, vous pouvez, et ça c'est vraiment universel, vous pouvez utiliser un amas d'améthyste ou une géode de cristal de roche. Et puis côté, là je vous parle en rechargement, mais côté purification, vous pouvez tout simplement lui donner un petit bain d'eau, alors pas de l'eau du robinet, parce qu'il y a trop de trucs pas bons pour elle dedans, mais de l'eau déminéralisée, de l'eau de source ou de l'eau de pluie, ça ira très très bien. Alors en conclusion, mes chers auditeurs antasiens, j'espère que cette plongée dans le bleu envoûtant et mystérieux du lapis lazuli vous aura permis de mieux connaître cette pierre et sous toutes ses facettes. Jeu de mots. Est-ce qu'il y a une pierre qui vous intéresserait particulièrement pour la prochaine chronique? Si c'est le cas, faites-le nous savoir dans le chat et Alina pourra me remonter l'information. En tous les cas, moi j'aurai plaisir à vous retrouver le mois prochain, cette fois-ci en direct je l'espère. Il me reste à vous souhaiter une très belle fin d'émission et surtout un beau dimanche. À bientôt! Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Et oui, mes très chers enchanteurs, mystère et magie, réveille l'enchanteur qui est au fond de toi. Et nous sommes de retour en live. Et oui, pour la suite, cette deuxième partie d'émission. Alors un énorme merci à Vera, franchement, pour cette merveilleuse chronique autour des pierres, la magie des pierres, mais aussi des lieux, son histoire. Et ça promet du bouillon pour la suite de la saison, moi je vous le dis. Alors, j'ai avec moi, Samuel. Coucou Samuel. Bonjour Alina. Ah, ça fait trop plaisir de t'entendre, ça va bien ? Ça va. Oui. Et c'est vrai qu'on avait oublié, mais tu as une personnalité haute en couleur. Ça va être que du bonheur de t'entendre pendant toute cette saison. On te sent habité. Merci Aline. Et tu n'es pas tout seul, il y a avec toi Isiliane en plus. Oui, coucou, ils viennent de m'éclater les tympans. Ah bon. Mais c'est parce qu'il est heureux, tu comprends. Oui. Alors Samuel, c'est ta grande première sur Antasia, c'est hyper émouvant. Tu vas donc nous parler tout au long de cette saison d'une passion qui t'anime depuis, j'imagine, fort longtemps. Oui, alors c'est pas fort longtemps. C'était vraiment il y a quelques années suite à un changement de vie où j'ai commencé vraiment à m'intéresser aux cartes. Et en fait, c'est les cartes qui m'ont permis aussi de rencontrer des gens. Et puis d'en savoir un peu plus aussi bien sur les oracles, le tarot et le petit Lenormand que je vais vous présenter tout au long de cette saison. Donc tu vas nous initier. C'était pas l'été là? Arrête, tu vas me perturber Isiliane, ça y est, je suis foutue. J'ai rien préparé sur été là pour info. Mais tu connais été là? De nom, en fait. Ah, de nom, d'accord. Écoute, je sais pas pourquoi, mais dans ma vision, Samuel, c'est été là, quoi. Je sais pas. Il faut que j'arrête ça. Mais non, c'est le petit Lenormand. En plus, il faut que je pense à Mimi qui a fait une chronique sur Mademoiselle Lenormand. Donc, il faut la corrélation. Donc, mon très cher Samuel, donc il y a toute une introduction que tu vas passer un plan de malade. Est-ce que tu veux d'abord qu'on fasse le petit plan de la saison? Ou alors on y va cash? On peut faire le plan de la saison, en fait. Ça permettra à tout le monde et aux auditeurs de comprendre le déroulement, oui. Eh bien, écoute, pourquoi pas. Donc, tu vas commencer aujourd'hui par? Alors, par la cartomancie, notamment le nom de ce jeu. Ensuite, c'est comment il a été popularisé. Je vous présenterai quelques jeux de Lenormand, notamment le Tiro Marchetti, les origines du jeu, et puis j'irai un peu plus loin, mais tout ce qui est tradition, comment ce jeu a été
un petit peu compris en fonction des pays, parce qu'il y a vraiment toute une histoire aussi bien dans le temps et l'espace. Et puis, j'essaie de vous présenter des tirages, des interprétations de cartes pour que vous puissiez vous familiariser à ce jeu. D'accord, waouh. Et ça promet pour toute la saison. Magnifique. Et donc, en fin de compte, c'est une sorte d'initiation comme Mimi a pu nous faire avec le tarot. C'est bien ça. Et je lui fais une petite dédicace à Mimi, puisque lors de cette première chronique, j'ai parlé de sa chronique sur Mademoiselle le Normand, et Vera a aussi fait une chronique sur Mademoiselle le Normand. Donc je lui fais un petit coucou à Mimi. Donc ça veut dire que la chouette équipe est animée et habitée par le petit le Normand. On est d'accord, hein? Qui vont être obligés d'être habités par le petit le Normand. Il y a une continuité qui s'opère qui est logique. Franchement, c'est super. Moi, j'ai hâte. Faire une blague débile. Vas-y, fais ta petite blague. Vas-y. Prépare-le-moi, moi. Vas-y, il est là. On peut dire que le petit le Normand était là. Ah, bien. Alors là... C'est fait. Et maintenant, je me tais. Mais tu vas me perturber jusqu'au bout. Hein, Zillion. Non, mais la vérité... Ça y est, je suis foutue. Le petit Normand était là. Non, mais ça y est. On est dans une autre dimension. Je pense qu'il a réfléchi vraiment à cette blague. Hein. Non, elle est spontanée. Ah bon, d'accord. Elle va finir dans le bêtisier, moi je vous le dis. Bof, comme d'hab. Fais attention, Samuel, hein, parce que si tu dis aussi des couillonnades, tu vas finir aussi dans le bêtisier. J'aimerais bien qu'on me relève d'ailleurs sur le bêtisier, ça serait bien. Parce que je suis pas mal dans le bêtisier quand même. D'accord. Tu dis des bêtises. Attends, c'est marrant quand même. On est d'accord. Alors c'est parti pour la première. Je l'assume pas cette blague, elle était nulle en fait. Mais non, elle est bien ta blague. Mais non, elle va me permettre de réussir à comprendre que Samuel va être là chaque troisième dimanche pour parler du petit le Normand. En plus, je vois, elle est née au mois de mai. C'est ça. Bon, je vais pas en dire plus, ça. Sinon je vais spoiler ton petit plan. Mon plan. Bon, allez, on va commencer. Bon, en fait, ce qu'il faut comprendre à travers ce jeu, c'est qu'il y a une légende, en fait. Et voire plusieurs légendes, mais on va commencer vraiment par le nom. Et donc, voilà, je vais pas vous spoiler, mais je pense que beaucoup de personnes on en a déjà parlé. On va parler de Mademoiselle le Normand. Donc, elle s'appelle Marianne Adélaïde le Normand et qui est née en 1772 à Alençon. Donc, elle est orpheline de père dans un premier temps, puis de mère. Donc, vous imaginez un petit peu la situation avec les beaux-parents. Et ils ont préféré la placer dans un couvent de bonnes sœurs à Alençon. Ça aurait été un petit peu sympa, en fait. Et le problème, c'est qu'elle a fait des prédictions. En fait, de nombreuses prédictions, et il faut savoir que lorsque les prédictions se sont vraiment avérées, ça a un petit peu mis mal à l'aise les bonnes sœurs. Vous imaginez un petit peu la situation. Donc la solution, c'était de lui dire, bon, on va te faire sortir, c'est mieux que tu sortes. Et donc en fait, son beau-père, qui est drapier de métier, l'invite à monter sur Paris en tant que couturière. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait, Marianne ? Elle fait de la couture, mais à côté de ça, elle tire les cartes. Et petit à petit, la clientèle, il venait plus pour se faire tirer les cartes que pour se faire des ourlets, en fait. Et c'est une rencontre qui est à l'origine. C'est Madame Gilberte, qui elle aussi était voyante, qui lui a dit, écoute, Marianne, faut que tu arrêtes tout. Arrête la couture, hein, je pense que c'est plus la peine. Il faut que tu montes un cabinet. Donc, elle ouvre son cabinet au 5 rue du Tournon, dans le quartier du Faubourg Saint-Germain. Vous allez voir, Faubourg Saint-Germain, c'est important pour ça. Et elle va avoir une certaine renommée et elle va rencontrer des grandes têtes. Et il faut savoir que ces têtes, en cette année, on sait où est-ce qu'elles ont fini, en fait. Hein. Donc, pour nom, on aura Robespierre, Marat, Saint-Just.
Donc on sait où est-ce qu'ils ont fini dans tout ça. Mais c'est surtout avec Joséphine de Beauharnais et Napoléon qu'elle va vraiment avoir sa notoriété. Et elle va être surnommée la Sibylle du faubourg Saint-Germain, du lieu de son domicile. Donc elle décède en 1843 où elle a des funérailles dignes d'un chef d'État et elle est enterrée actuellement au Père-Lachaise où elle a une tombe fleurie et beaucoup de personnes, voyants ou médiums, viennent se recueillir pour déposer les cartes. Donc, comme j'ai dit, je fais une petite dédicace à Mimi et à Vera parce que si vous voulez avoir un peu plus sur l'histoire de Mademoiselle Lenormand, vous pouvez retrouver les podcasts. Voilà. Donc, là, elle décède. Le problème, c'est que de son héritage, on a plus des mémoires, des histoires qu'elle a eues vis-à-vis de Joséphine de Beauharnais, mais rien d'autre. Mais vraiment rien de chez rien, en fait. Et donc, il fallait trouver quelque chose qui puisse être associé à Mademoiselle Lenormand. Allez, on réfléchit. Donc, on sait qu'elle tirait les cartes et que c'était une femme. Donc, il fallait trouver un jeu de cartes qui puisse être vraiment associé à sa personnalité. Et c'est là qu'il y a une légende qui en ressort. C'est que après la mort de Mademoiselle Lenormand, on retrouve dans son bureau une sorte de vieux jeu de cartes, en fait. Alors, ce jeu de cartes, il a été créé en 1799 à Nuremberg, en Allemagne. Donc, on retient le lieu parce que ça va nous servir. Ce jeu, elle ne l'a jamais utilisé dans ses consultations. Et ce jeu s'appelle, alors je m'excuse pour mon allemand en fait, ça s'appelle le Der Spin den Orphen. Donc littéralement, ça veut dire le jeu de l'espoir. Et donc ce qu'ont fait les éditeurs français, c'est qu'ils se sont basés sur ce jeu. Ils l'ont un peu modernisé, c'est-à-dire qu'ils l'ont rendu un peu plus contemporain en fait, et ils l'ont appelé jeu de cartes du destin. Petit Lenormand, en fait, en référence à Mademoiselle Lenormand. Donc, il faut imaginer que nos amis allemands, ils n'ont pas trop apprécié le fait qu'on prenne un jeu qui était d'origine allemande pour que les Français s'approprient ce jeu. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait nos amis allemands ? Ils ont repris le jeu de l'espoir. Ils l'ont un petit peu aussi modernisé et ils l'ont appelé carte du destin, Mademoiselle Lenormand Carten. Donc il y a toujours la notion de Lenormand en fait. Donc on voit à travers cette approche un jeu auquel on va avoir la France et l'Allemagne qui vont jouer dans cette histoire en fait. Vous me suivez à ce niveau-là ? Oui. Voilà, donc voilà. Mais le problème, c'est que ce jeu, il a traversé l'Europe et traversé les océans. Et c'est ça qui va faire sa popularité. Et notamment, il est très populaire au Brésil, en fait. Sauf qu'il ne s'appelle pas le Petit Lenormand, il s'appelle le Baralho Cigano. Baralho, B-A-R-A-L-H-O, plus loin Cigano, C-I-G-A-N-O. Donc ça vient du portugais qui veut dire jeu de cartes gitan, mais généralement il se présente plutôt comme Baralho Cigano avec la petite notion du Lenormand en fait. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que ce jeu, dans les années 2000, il a connu vraiment une renaissance en fait, et de nombreux illustrateurs ou praticiens, ils ont utilisé ce jeu pour en faire ses propres jeux. Et c'est le cas du Guilde de Rêverie Lenormand de Tiro Marchetti que je vous présenterai dans une prochaine chronique. Il est fantastique ce jeu, mais vous avez aussi des versions type celtique, féerique, enfin voilà, tout plein d'approches dans ce jeu.
Donc c'est vraiment l'idée que je voulais vous présenter sur le Petit Lenormand. Alors ce qu'il faut juste savoir, la particularité de ces jeux, donc ce jeu a certes plusieurs noms, mais il se compose toujours de la même façon. C'est-à-dire nous avons toujours 36 cartes, toutes quasiment identiques, numérotées, et souvent il y a un petit cartouche en haut à gauche associé à une carte de jeu classique qui va du 6 à l'As. Donc nous avons 9 cartes avec le cœur, le carreau, le pique et le trèfle. Voilà, globalement, c'est un peu cette première approche que je voulais vous présenter sur l'histoire de ce jeu et comment il a été popularisé en fait, et comment il a été connu dans le monde entier. Alors, j'avais une question, Samuel. Donc, tu dis aussi que la version du Petit Lenormand donc inspire aussi des univers comme l'univers celtique, féerique, païen et médiéval. Oui. C'est énorme, ouais, je savais pas. Oui, alors j'ai pas forcément conservé des jeux de cartes de ce type. Oui. C'est vrai que j'aime beaucoup le Tiro Marchetti, mais c'est vrai qu'on peut retrouver. Alors pour donner une petite idée, tout ce qui est celtique, etc. Nous avons par exemple la carte de la croix. En fait, donc d'habitude, elle se présente comme une croix classique, mais sur un jeu type celtique ou païen, ça va être une croix avec un cercle à l'intérieur. Ah oui, d'accord. Un peu comme les croix bretonnes ou les croix druidiques, en fait, avec ce cercle-là. Il y a aussi un jeu où, au lieu que ça soit une croix, en fait, c'est l'ombre d'une personne qui prie, les bras ouverts. Donc, on a vraiment cette image de la croix qui donne une approche un petit peu plus spirituelle à cette interprétation de cartes. D'habitude, elle est plutôt considérée comme un petit peu négatif, lié au chagrin. Et là, dans certains jeux, alors c'est dans le Petit Lenormand Enchanté de Stéphanie Grasse. Et là, on est plutôt sur une approche plus spirituelle. Et j'aime bien l'idée d'associer la croix plus à la spiritualité qu'au chagrin et à la tristesse. D'accord. Ce serait comme une sorte de mix entre... En fait, le Petit Lenormand, c'est un oracle ? C'est ça. Alors au départ, c'était plus un jeu de cartes avec un petit côté divinatoire. Disons que le terme oracle va plutôt intervenir sur des cartes avec un nombre de cartes qui peut varier en fait à ce niveau-là. Quand je pense par exemple à l'oracle G, on a presque 71 cartes. Tous les oracles ont des nombres différents. Le Petit Lenormand, il aura toujours 36 cartes. Et tu sais pourquoi il y a 36 cartes ? Alors, j'ai pas d'explication sur l'idée. C'est que ça se présentait un peu comme un jeu de loi, donc j'en parlerai sur une prochaine chronique. Mais dire pourquoi il y a 36 cartes, je n'ai pas forcément toutes les réponses. Par contre, le jeu de loi, c'est original, oui. Ouais. Vous allez voir. En fait, c'est un peu comme le tarot en fait. Dans ça, au départ, le tarot était perçu comme un jeu de cartes en fait, auquel on avait donné un aspect divinatoire ou un intérêt divinatoire. C'est la même chose pour le Petit Lenormand. Il était au départ quelque chose de ludique, mais qui s'est transformé en une approche beaucoup plus divinatoire et spirituelle aussi, vous verrez. Donc à l'époque, Mademoiselle Lenormand utilisait donc les cartes à jouer, traditionnelles. Ouais. Et elle a rajouté des symboles. Voilà, elle utilisait les cartes classiques, en fait, le cœur, le carreau, le trèfle dans ses consultations. J'ai un doute, mais je crois que dans le podcast de Mimi, je crois qu'elle s'intéressait au tarot, mais je ne sais pas si vraiment elle utilisait le tarot dans ses cartes. Je pense qu'elle utilisait plus les jeux de cartes traditionnels pour effectuer de la cartomancie. Mais est-ce que justement on ne peut pas avoir là la réponse à ta question, Alina, à savoir que vu qu'elle utilisait d'abord un jeu de 36 cartes à jouer, que du coup en fait elle a conservé.
transformé. Elle a adapté ce jeu de l'espoir, ou le jeu de l'espoir qui a été adapté pour faire ce Lenormand sur la base de 36 cartes, parce que c'était le jeu. Pas du tout. Alors, pas du tout, en fait. C'est vraiment deux jeux de cartes, mais complètement différents, avec des origines différentes, en fait. Le jeu de l'espoir a été publié en 1799 en Allemagne, donc il ne pouvait pas y avoir de corrélation avec les pratiques de Mademoiselle Lenormand et ce jeu, en fait. Oui, non, c'est pas ça que je veux dire. C'est que le jeu de l'espoir est peut-être basé tout simplement sur le jeu de 36 cartes. Alors, sans doute, parce que dans le Petit Lenormand, tu verras toujours un cartouche avec une carte qui est associée. Ça, c'est la chose. Alors, c'est vrai que ça m'arrive d'utiliser l'association dans les jeux de cartes, notamment pour les figures. Mais je pense qu'il y a sans doute une interprétation de la cartomancie un petit peu différente entre la cartomancie germanique et la cartomancie française. Je pense qu'il y a chaque pays a sa façon différente de pratiquer l'art divinatoire et d'interpréter les cartes divinatoires aussi. En même temps, ça paraît frapper au coin du bon sens. Oui, tout à fait. Parce que de toute façon, quand tu fais de la divination, tu vas parler à des références culturelles. Et on n'a pas les mêmes références culturelles en fonction de notre culture, justement. Mais après, essayer d'associer le jeu de cartes associé à la carte symbolique, je trouve que c'est un peu compliqué. Ça arrive que certains auteurs se sont penchés sur l'interprétation de la cartomancie, sur la carte associée au symbole. Quand on débute, honnêtement, on va plutôt s'intéresser plus à l'image centrale qu'à la carte de jeu associée. Parce que c'est beaucoup plus parlant. Il vaut mieux se cibler sur cela. De fou. Enfin, moi, tu me sors une carte à jouer, je vais te dire, je vois le 7 de cœur, quoi. Enfin, ça va pas du tout me parler. Enfin, ça, c'est une discussion qu'on a déjà eue avec Mimi concernant notre petite rivalité Marseille Rider-Waite. Quand elle sort sur le Marseille, les mineurs sont des cartes mineures avec des bâtons, des courbes, des écus, tout ça. Quand elle me dit tu vois quoi, je lui réponds je vois des bâtons, quoi. Enfin, je vois des masses. Alors que sur mon rider, je suis guidé quand même. Oui, il est plus illustré en fait. C'est un peu la même approche, c'est-à-dire vraiment d'avoir l'illustration en fait dans cela. Donc, elle a développé ce type d'art, on va dire cartomancie, et c'est grâce donc à ce type de jeu qu'elle a aussi été connue, quoi. Disons que c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt ce jeu de cartes qui l'ont associé à Mademoiselle Lenormand en fait, parce que l'idée c'était vraiment de trouver quelque chose qui puisse avoir un petit côté féminin aussi et sortir un petit peu des jeux de cartes de type le tarot qui était très utilisé. Par exemple, on va parler d'Etela en fait dans ça. C'était un tarot qui s'intéressait. Il y avait aussi cette approche masculine du tarot, alors que le Normand, il y a plus une approche féminine, plus intuitive, plus imaginative, avec des symboles qui sont parlants en fait. Pour vous donner un exemple, si je vous parle de la carte de la cigogne, je suis sûr que vous pensez de suite à la cigogne, c'est porteur des enfants, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Si on sait que la cigogne, c'est un oiseau migrateur, en fait, donc ça parle aussi de changement, de déménagement aussi. Mais ce qu'il y a de particulier, et ça j'en reparlerai un peu plus dans d'autres chroniques, c'est que l'idée, c'est aussi que ces jeux de cartes, il y a une association, en fait. Par exemple, si je prends l'exemple de la cigogne, si à côté de ça, on a l'enfant, c'est soit l'annonce d'une naissance d'un enfant,
soit l'annonce de quelque chose qui est en train de naître. Et c'est ça aussi la subtilité de ce jeu, c'est qu'il peut être aussi utilisé d'une carte, mais aussi être influencé par d'autres cartes. Alors, je vois, parce que je connais pas du tout le petit été là. Alors, j'en ai un petit peu appris grâce à Mimi, Vera, etc. Ouais. Mais je n'ai jamais fait de tirage avec ce jeu. Je regarde un petit peu les illustrations. J'aime bien me connecter quand les chroniques sont là et je fais vraiment la débutante. Hein. Et je vois par exemple la carte de la cigogne, donc chiffre 17. Ouais, c'est ça, c'est la dame de cœur. Voilà. Et effectivement, c'est la dame de cœur. Donc, si on regarde que la cigogne, on pense à ça. Mais si on utilise, par exemple, la dame de cœur, ça peut faire référence à plutôt un aspect maternel. Ça peut être plus une mère ou une grand-mère, quelqu'un de très maternel aussi. D'accord. C'est assez bluffant parce qu'on voit vraiment visuellement sur la lame, je l'ai partagé sur le chat, en fait c'est un mélange entre illustration reliée à la thématique du symbolisme de la lame, qui est la cigogne, plus associé au jeu de cartes à jouer, quoi. C'est ça. Alors, dans l'ensemble, il y a toujours la numérotation, etc. Mais certains auteurs contemporains ont tendance à supprimer la carte de jeu aussi associée, ne laissant que l'image centrale, ce qui donne plus un côté tableau en fait dans l'image sans surcharger la carte. Et en plus, alors il y a une signification sur la lame, en fait, on nous donne des informations sur c'est ça, le symbolisme. C'est ça. Voilà, ça j'en parlerai. D'accord. Moi je suis à fond. Ne me spoil pas. Désolée. Mais en fait, voilà, ça m'intrigue parce que tu connais un petit peu moins la radio, mais sans le savoir, en fait, je fais la même chose avec mes guidances. J'associe des objets, des lieux avec des lames. Du tarot. Donc je me dis, c'est marrant, ça existe déjà, mais sous un autre jeu. Peut-être que tu devrais essayer sur le petit Lenormand, Alina. Ouais, parce que moi je découvre, je vous le dis franchement, je connaissais le nom, etc., mais je me suis jamais attachée à ça, quoi. Donc ça me scotche un peu. Puis c'est très joli. Et c'est très joli, c'est très simple. Il n'y a pas trop de surcharge. Là, ce que tu as mis, c'est vraiment le petit le Normand. C'est des dessins qui sont vraiment. Il y a que le dessin en fait. Après, chacun l'interprète comme il sent par rapport à son intuition. Mais on retrouve vraiment un côté esthétique moins austère aussi qui est peut-être aussi le tarot. Mais il y a le petit quatrain aussi qui est toujours là, je crois. Aussi. Alors, le petit... arrêtez de me spoiler. Arrêtez. C'est qu'on a hâte, Samuel, on a hâte. Arrêtez de me spoiler sur le 4-1. Le 4-1, je vous en parlerai la prochaine fois. Non, moi je te parlais de la présence du 4-1 en fait. Il est toujours, est toujours sur la carte. Hein. Enfin, en tout cas, le jeu de Lenormand que j'ai vu, il y est. Non. Là, tu as la version française en fait, à ce niveau-là, avec le 4-1. Mais dans la plupart, il n'y a pas le 4-1. C'est vraiment dans les versions francophones et notamment dans le petit Lenormand de chez Cartamundi, tu as ce 4-1. Parce que moi, les seuls que j'ai vus, il y est tout le temps en fait. Bon, j'en ai pas vu 36 non plus, hein, mais. Je pense qu'en fait, c'est parce que Alina a tapé le petit Lenormand et donc est tombée de suite sur la version française. Ouais. À ce niveau-là, je pense que si Alina avait cherché d'autres jeux de cartes, elle aurait eu d'autres cartes différentes en fait. Oui, tout à fait. Moi, comme je suis une bille, moi je prends les premières lames que je vois en fait. Ouais. Essaye de prendre le Tiro Marchetti et la cigogne. Tu verras que l'image est un petit peu différente et il n'y aura pas le 4-1 aussi. Ouais, là tu vois, t'as mis d'autres images. Donc là, tu vois là dans ces autres images, tu n'as pas le 4-1 qui apparaît. En fait, mais on a toujours cette image centrale assez scénarisée à ce niveau-là, mais toujours comme tu vois, tu as toujours la carte associée qui est soit au milieu, soit dans un coin
et tu as toujours la numérotation, donc de 1 à 36. Alors, je vais chercher avec Siro Marchetti. Ah bah oui, effectivement, c'est pas la même chose. Ah, c'est pas la même chose. Et tu vois, t'auras pas ce petit quatrain en fait qui fait vraiment l'originalité du jeu français. Mais tu vas voir dans le Tiro Marchetti, il y a vraiment quelque chose. Alors j'en parlerai dans une autre chronique, mais quelque chose d'assez féerique, d'assez. Ah ouais, j'adore. Ouais. Ah, c'est vachement beau. Hein. Ouais, comme tu dis, ça fait très féerique. Hein. Ça fait très féerique, c'est très numérique aussi quand tu regardes, et c'est ça aussi qui fait son évolution dans l'histoire, c'est-à-dire quelque chose qui était assez imprimé, dessiné en fait, il a été modernisé toujours en s'inspirant sur l'histoire initiale de ce jeu en fait. Et c'est vrai ce que tu dis, la version française me rappelle plus la vision du tarot de Marseille à l'ancienne. Oui. Avec le jeu des cartes à jouer à l'ancienne aussi. Ouais. Visuellement, graphiquement parlant, on est plus à l'ancienne là. Moi, tu verras, je te mettrai un jeu encore plus ancien. Wow. Mais je veux pas que vous spoilez en fait. Non. Mais bon, voilà, on commence une nouvelle ère autour des chroniques et ça promet du bouillon. Parce que bon, voilà, c'est beau, on peut pas s'intéresser à tout. Et c'est ça qui est beau avec ces émissions, c'est qu'on ouvre le champ des possibles. Et vous apprenez avec nous aussi, c'est juste beau. Donc merci beaucoup Samuel, vraiment. Merci à vous deux et merci aux auditeurs. C'était tout bon pour toi ? Oui. Oui. Donc bon, on va passer à la chronique d'Isilionne, mais avant une petite pause musicale. Eh bien oui, parce que c'est l'indice de la petite chanson que je vous ai sélectionnée et l'indice de la plante. Alors si vous avez lu la newsletter, évidemment vous savez ce que c'est. Mais si vous l'avez pas lu, écoutez la chanson. Découverte. On se retrouve dans quelques secondes après cette petite pause musicale. Écoutez bien les paroles. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Et grâce à Isilionne, eh bien aujourd'hui, on va revenir près de toi, Marjolaine. Et oui, c'est l'heure de la chronique d'Isilionne, la chronique essentielle. Et oui, donc vous avez vu le petit morceau, hein, très techno. Hein. Ah non, mais c'est sympa, hein. Ça donne une belle corrélation autour de l'univers aussi. Eh ben oui, voilà, donc c'était la petite chanson qui va parler de la Marjolaine. Et alors, je sais que c'est rigolo parce que tu me l'as pas dit quand tu as vu le plan, mais je me suis dit quand j'allais le taper que tu allais forcément réagir. En fait, ce n'est pas la Marjolaine, mais la Marjolaine à coquille. Oui, en plus je l'ai dit, je l'ai pas dit ce matin, mais je l'ai dit dans la newsletter. Donc, je vous expliquerai pourquoi on parle de coquille sur la Marjolaine. Alors, la Marjolaine, rien que le prénom déjà, enfin le nom, vous avez vu, je me suis trompé, j'ai fait un lapsus, c'est aussi un prénom. Mais en fait, ça vient d'où cette affaire-là ? C'est en fait l'altération de l'ancien français qui disait Majorane. Et nous, en occitan, chez nous, on dit Majorana. Majorana, pardon. J'ai oublié l'heure. En italien, c'est Majorana. Et en espagnol, Mejorana. Je vous ai mis le portugais aussi, mais je ne sais pas parler portugais, donc du coup, ça... Voilà, ça Rana de grandego, de grand brindane. Je vais pas le dire. Oui, Clan du Lac, tu as raison, c'est de la même famille qu'un origan, puisque le nom botanique, c'est Origanum majorana. Effectivement, c'est de la même famille. C'est un origan, la Marjolaine. C'est une lamiacée. On va la retrouver aussi sous le nom de Marjolaine des Jardins, Marjolaine officinale, Majorana, ou Origan vulgaire, ou Origan de Crète. Et alors là, quand j'ai trouvé ça, j'ai bondi. Dictame de Crète. Non. Le dictame de Crète, c'est autre chose. C'est une autre plante. C'est pas du tout de la Marjolaine. Thym du berger ou thé rouge. On va l'appeler comme ça. Donc d'où ça sort ce mot-là ? Eh bien en fait, ça sort d'une légende grecque. Le roi de Chypre avait un domestique qui s'appelait Amaracos. Et Amaracos, c'était pas un bon gars. Donc il volait son maître systématiquement.
Et le vol, dans la mythologie grecque, c'est un hybris. En fait, c'est un crime. Même si on a Hermès qui est le dieu des voleurs, c'est un crime puisque quand tu voles, tu vas rechercher à avoir des choses qui ne sont pas de ta condition. Donc du coup, c'est un peu vouloir aller au-delà de ce que t'es. Donc c'est un hybris. Donc les dieux vont le punir. On ne sait pas trop quel dieu exactement va le punir et va le transformer en plante. Et cette plante deviendra la marjolaine. Et les Grecs vont l'appeler Amaragos. Et ça va donner marjolaine, à force. Cette plante, elle est aussi associée à Aphrodite, la déesse de l'amour et de la beauté. Et on dit qu'elle poussait beaucoup, beaucoup, beaucoup sur le mont Olympe. Elle aurait le pouvoir de faire naître l'amour et d'attirer la bienveillance divine. Ce qui colle pas du tout avec la légende. En Égypte ancienne, on l'utilise comme une plante sacrée qui sert dans les rituels d'embaumement. Et pour les Romains, c'est un symbole de bonheur et on va le mettre dans la couronne des jeunes mariés et eux. Du coup, ça va faire une union bénie et prospère. Donc, vous avez compris, c'est une plante méditerranéenne. Elle est vivace. Elle n'est pas très très haute, 60 cm sur un beau plan, c'est vraiment le max. Elle a des feuilles toutes duveteuses, opposées 2 à 2 sur la tige. Ces feuilles sont un peu vert-gris. Vous savez, cette même couleur que l'origan, que la lavande, enfin que beaucoup de lamiacées finalement. Et elle va avoir des toutes petites fleurs ou blanches ou mauves qui sont tout en haut de la tige. Et alors, ces fleurs, elles sont enserrées dans 2 bractées. Donc, des bractées, c'est un type de feuille, si vous voulez, qui vont enserrer les fleurs. Et elles ressemblent à une coquille. Donc, voilà pourquoi on dit marjolaine à coquille. Il y a Ophélie en fait qui rebondit. On voit qu'il y a des Potterheads qui écoutent la radio. Moi je te le dis. Ici, ouais. Moi je le suis pas, vous le savez. Hein. Ouais, il y a un passage dans Harry Potter 7, justement il y a Ron qui se fait désarticuler. Je vais y arriver. Et en fait Hermione met du dictame en fait. Ce petit liquide pour pouvoir à ce que son bras se remette en état. Et voilà. Pour la petite. Alors, le dictame, en fait, c'est le dictame de Crète. C'est une autre plante de la famille des Origanum aussi. C'est aussi un lamiacée, mais c'est Origanum dicta, je sais plus quoi. Voilà, c'est pas du tout la même plante. C'est de la même famille, mais c'est pas la même plante. Donc, ce n'est pas un liquide au départ, le dictame. C'est une plante. Donc là, je pense que J.K. Rowling a utilisé le mot dictame parce que ça sonnait bien. En anglais, c'est ditanie. Ça sonne bien en fait, mais je pense qu'elle ne savait pas vraiment qu'il s'agissait d'une plante, à mon avis. Voilà. Ok. Et il n'y a pas de, il y a pas de lien sur la famille des origans et les articulations. Donc je pense que c'est vraiment le nom, tu vois, qui a sonné, qui a bien sonné en fait. Ditanie, c'est plutôt joli. Ouais, peut-être. Voilà. Puis ça fait un peu alchimiste aussi, dictame. Enfin, ça fait très latin en fait. Hein. Ben c'est ça. Tu vois, tu vas pas dire. Enfin, je sais pas moi, je mets de la bourrache. Enfin, tu vois, ça sonne pas en fait. Bah, dans le fandom d'Harry Potter, on dit que le dictame permet effectivement de soigner les cicatrices, les plaies. Enfin, quand c'est des plaies peu profondes ou profondes. Alors oui, t'as un effet antiseptique, mais voilà. C'est ça qu'elle a récupéré en fait, je pense. Ouais, peut-être.
Super transition, parce que tu me permets de dire du coup quelles sont les propriétés de la marjolaine à coquille plante. Donc du coup, c'est un apaisant du système nerveux central, comme énormément de la myacée, énormément. C'est un rééquilibrant nerveux. Et aussi, on a une super capacité, pareil comme pas mal de la myacée, sur les bactéries, les champignons, pas les virus. On va avoir une action, donc c'est fongicide et antibactérien. Elle va être un petit peu antispasmodique, anti-inflammatoire et un petit peu un tonique digestif. Voilà. On peut le retrouver en plantes fraîches pour la cuisine, tout à fait. En plantes séchées, évidemment. Et c'est comme ça qu'on va la trouver le plus souvent. En huile essentielle, c'est un grand classique, vous la trouvez en pharmacie, c'est vraiment un grand classique. Mais aussi, on va la trouver en liqueur, figure-toi. Et la liqueur s'appelle l'origan du Comtat. C'est une spécialité régionale. On en a discuté avec Mimi, pas mal de cette liqueur, parce que ni elle ni moi ne la connaissons. Mais une liqueur à l'origan, on n'a pas trop envie d'y goûter en fait. Ça doit être un peu space. Une liqueur à la Go Pizza, pas trop quoi. Mais s'il faut, c'est très bon. Donc s'il y a des gens qui connaissent l'origan du Comtat, dites-le nous. On est assez curieux. Alors, l'huile essentielle, je vais très vite passer, contrairement à ce que je faisais d'habitude sur les propriétés. Je vais juste vous les citer et sans trop vous expliquer pourquoi ces effets-là. Vous avez tout dans le plan. Parce que au niveau witchy, je vous ai quand même sorti pas mal de choses et j'aimerais bien en parler. Donc, évidemment, l'huile essentielle, elle est calmante, elle est anxiolytique, elle est antibactérienne, anti-infectieuse, comme la plante finalement. Elle est neurotonique, un tout petit peu antalgique, mais c'est pas la meilleure pour ça, pour les douleurs articulaires et musculaires, mais c'est vraiment pas la meilleure. Par contre, pour les règles douloureuses, elle est intéressante en massage externe. Parce qu'elle est douce justement, elle n'est pas très antalgique et faut toujours un petit peu se méfier avec l'huile essentielle et tout ce qui est univers féminin, parce que vous savez, les huiles essentielles sont hormones-like et elles sont surtout hormones féminines, surtout. Donc du coup, c'est toujours un peu embêtant. Mais pour un massage du bas-ventre lors des règles douloureuses avec de l'huile essentielle de marjolaine à coquille diluée, ça marche bien. Et elle est un petit peu immunostimulante, mais c'est vraiment pas la meilleure pour ça. L'huile essentielle de marjolaine, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut la diluer à 50%. Donc on peut avoir un bon principe actif quand même. Mais moi, je vous conseille de la diluer plutôt à 20% pour éviter des problèmes. Mais on peut monter jusqu'à 50 sans problème. Vous êtes au clair sur les dilutions des huiles essentielles ou je refais un topo? Fais un petit topo, parce que bon, il y a eu l'été qui est passé. D'accord. Alors, quand je dis à 10%, ça veut dire que vous allez mettre 1 ml d'huile essentielle pour 9 ml d'huile végétale de transport. Donc quand je dis à 50%, c'est 5 ml pour 5 ml, et ainsi de suite. C'est aussi bête que ça, c'est une règle de 3, ni plus ni moins. Bon. Pareil, quand vous faites vos dilutions, vous faites toujours un essai sur le pli du coude interne, et vous attendez 24 heures. Si vous ne faites pas de réaction, c'est que votre dilution elle est bonne et que vous la supportez. Voilà. Notre huile essentielle de marjolaine à coquille, attention, elle a une influence endocrinienne. Elle est considérée comme cortisone-like. Donc si vous avez un traitement à la cortisone, si vous avez des problèmes avec la cortisone, demandez l'avis de votre médecin avant d'utiliser la cortisone. Il y a beaucoup de médecins qui ne sont pas formés en huile essentielle. Alors, il y en a certains qui vont vous dire « Oh non, n'utilisez pas ». Alors, en fait, ils n'en savent rien du tout. Il y en a beaucoup qui vont avoir l'honnêteté de vous dire « Moi, j'y connais rien ». Dans ce cas-là, si vraiment vous voulez utiliser des huiles essentielles alors que vous avez des contre-indications, n'hésitez pas à demander à votre pharmacien. Votre pharmacien, lui, il est obligatoirement formé. Et il sera
ravi de vous renseigner parce que ça fait partie de son métier, c'est vraiment son rôle propre. Donc, ils adorent, vraiment, faites-le. C'est hyper précieux, le pharmacien, pour ça. C'est gros cœur patate avec les doigts sur les pharmaciens. L'IRAS, tu passes par là, je te l'applique. Et pour info, les pharmaciens, en fait, au niveau de leurs études, ils sont reliés donc, à l'herboristerie, donc. S'ils se connaissent aussi. Ils ont un module herboristerie, c'est obligatoire dans la formation. D'accord. Mais attention, herboristerie et huile essentielle, c'est pas la même chose. Oui, mais il faut quand même connaître un minimum les plantes pour faire les huiles derrière. Oui, non, mais ça fait partie de la formation de base, hein, l'herboristerie et l'aromathérapie. Ça fait partie de la formation de base. Après, les pharmaciens peuvent choisir de se spécialiser. Donc, on a certains pharmaciens qui sont spécialisés en huile essentielle. Il y en a même qui passent le DU d'aromathérapie. Hein. Il y en a. Mais c'est un prérequis des études de pharmacie. Herboristerie et aromathérapie. Ok. Voilà. Autre contre-indication majeure, mais là par contre contre-indication absolue, hein. Si vous faites de l'hypotension ou si vous avez une tension qui n'est pas très très haute en temps normal. Une tension pas très très haute, c'est autour de 9 maxima. Vous avez une tension, on va vous dire que vous avez 12,7 par exemple. Bon, bah, si le premier chiffre c'est 9, vous n'utilisez pas d'huile essentielle de marjolaine. Très clairement, 19, 10 ou 9, hein, pas 19, vous ne l'utilisez pas. Ben, pourquoi? Ben, parce qu'en fait, ça fait baisser la tension. Donc, vous allez faire des malaises vagales en pagaille, quoi, si vous utilisez ça en plus. Donc, faut pas le faire. Dans la littérature, on trouve que l'huile essentielle de marjolaine peut être utilisée par tout le monde, sauf les femmes enceintes de moins de 3 mois et les nourrissons de moins de 3 mois. Vous connaissez ma réserve sur l'utilisation des huiles essentielles pendant la grossesse et sur les enfants. Moi, je vous conseille vraiment de ne pas l'utiliser pour les enfants de moins de 6 ans. Aucune huile essentielle, zéro. Et si vous êtes enceinte, pareil. Si vraiment vous voulez le faire, demandez conseil à nouveau. Voilà. Moi, j'aime pas trop utiliser les huiles essentielles sur les tout petits et sur les femmes enceintes. Et c'est pas pour la femme, c'est pour le fœtus. Voilà. Si vous aimez l'odeur de l'huile essentielle de marjolaine, bah, vous pouvez vous l'offrir, mais c'est pas un indispensable à la pharmacie. Hein. Clairement pas. Il y a plein d'autres huiles qui font ce qu'elle fait beaucoup mieux. Toujours à conserver dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur, de l'humidité, et ne pas laisser les enfants jouer avec. Sinon, vous allez vous retrouver avec des petits zillions après, et ça va pas le faire. Des petits zillions. Ouais, passons aux propriétés magiques. Wow. Alors, elle est du féminin. Elle est associée au genre féminin, aux planètes Mercure et Vénus, bénéfique pour les balances et les cancers. Elle est associée à l'air, mais aussi au feu apaisé. Vous savez, l'énergie, la vitalité, pas la colère. On va l'utiliser dans les rituels de paix, d'harmonie, de protection du foyer et du couple, mais aussi dans les rituels de réconciliation. Donc, dans les recettes, je vous en ai préparé plusieurs. Donc, je vais vous parler d'abord d'un petit... déjà, utilisation de base, hein, en infusion ou en décoction qu'on va mettre dans le bain, ça favorise un sommeil réparateur. Donc, si vous avez un peu du mal à dormir, hein, une petite marjolaine et ça passe. Moi, je vous avoue que j'aime pas trop le goût. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit... ça fait un peu tisane aux pizzas, quoi. Enfin, pour moi, ça évoque la pizza. Donc, je suis pas très fan de la boire en tisane, mais je sais qu'il y en a qui aiment. Et donc, le petit rituel que je vais vous donner, justement, il va utiliser une tisane de marjolaine. Et cette tisane, elle est à boire à 2 et non pas tout seul. Parce que cette tisane, elle va vous aider à apaiser l'esprit et puis à restaurer l'harmonie dans le couple après une bonne engueulade.
Bon, il y a un truc qui est pas mal aussi, ça se passe sur l'oreiller pour apaiser, mais bon, des fois, c'est mieux la tisane parfois, même si je préfère l'autre. Mais bon, bref, je m'égare. Excusez-moi. Donc, on va préparer une tisane de marjolaine. Il faut qu'elle soit bien chaude. J'ai l'habitude de vous dire, n'utilisez pas de l'eau très très chaude, à plus de 100 degrés, parce que sinon vous allez tuer les esprits volatiles. Bah, là non, il faut qu'elle soit très très chaude parce que justement, on va utiliser la vapeur. Parallèlement à ça, on va préparer un petit charbon à brûler avec et de la marjolaine séchée à côté, ou alors un petit diffuseur d'huile essentielle avec la synergie que je vais vous donner. Donc du géranium rosa pour 15 gouttes, 5 gouttes de marjolaine à coquille et 3 gouttes de nard. On s'installe dans un endroit calme et confortable. On va porter des vêtements amples qui ne serrent pas et qui ne contraignent pas. Donc on enlève la ceinture, on enlève les bretelles, on enlève le nœud papillon, on enlève la cravate, on enlève le petit col Claudine. Voilà, tout ce qui serre, en fait, on va l'enlever. Donc là, vous avez le droit, vous avez même le devoir de porter le petit pyjama en pilou-pilou. Il faut ça. Il faut ça. Là, moi, je suis en pilou-pilou. Hein. Ça y est, ça y est. Ben voilà, le petit pyjama en pilou-pilou, on est tellement bien dans le petit pyjama en pilou-pilou. C'est moche, on n'est pas sexy pour dessous, mais qu'est-ce qu'on est bien. Ah oui. Bon, ben là, vous le mettez, votre petit pyjama en pilou-pilou, et vous allez donc préparer cette tisane, vous asseoir face à face, et mettre le diffuseur entre vous deux, et chacun une tasse ou un mug de cette tisane, et vous allez vous laissez envelopper par les vapeurs à la fois de la tisane et de la fumée. Vous allez bien respirer profondément, vous allez laisser l'esprit de la plante venir vous caresser et vous calmer, ça va être tout doux. Et puis vous allez affirmer d'une voix claire, nette, hein, c'est votre intention, et l'un après l'autre, je suis en paix, ma force est tendresse et je protège par ma douce lumière. Et une fois que vous avez bu ça, bah, vous avez dit ça, vous pouvez boire à de la tisane et visualiser votre lumière se mélanger, envelopper vos corps et puis ça va vous faire redescendre un petit peu. Je vous ai dit, rappelez-vous que la marjolaine, c'est un anxiolytique. Donc ça va vous faire redescendre. Donc c'est bien. Comme c'est un anxiolytique, vous pouvez aussi utiliser l'huile essentielle pour avoir un tout petit flacon de 2000 litres avec un petit codigoutte et avoir ce petit flacon dans la poche. Si vous êtes sujet au stress, à l'anxiété, si ça va pas, si je sais pas moi, si vous prenez la parole en public, si vous allez passer un examen oral, si vous passez à l'antenne de Radio Antasia pour la première fois. Un appel pour Samuel. Oui, j'ai compris. J'aurais dû en mettre. Voilà. Donc dans ce petit flacon, 1 millilitre d'huile essentielle de marjolaine à coquille et 1 millilitre d'huile essentielle de laurier noble. C'est trop dur, hein, comme mélange. À se rappeler. Hein. Les deux. Voilà. Vous mettez les deux. Et après. Avec ce petit roll-on, là, vous mettez sur un petit comprimé à huile essentielle. Donc ça, vous le trouvez en pharmacie, ça coûte rien du tout. Hein. Mais si vous n'avez pas ça, un demi-sucre, ça marche aussi bien. Hein. Et Isiliane, le roll-on, je me souviens, tu me l'as dit lors de la dernière saison, bah, c'est avec le truc avec la petite bille. Voilà, le roll-on, c'est le petit truc avec la petite bille. Comme là, vous allez le manger, c'est pas un roll-on qu'il faut que vous preniez. C'est un flacon avec un codigoutte. Vous savez, le petit flacon avec cette goutte qui est insupportable, qui ne tombe jamais. Ah oui. Voilà, ça c'est un codigoutte. Hein, et le roll-on, c'est le flacon avec une bille, comme les flacons de déodorant en fait, hein, mais en tout petit. D'accord. Voilà. Ça, quand on fait de l'aromathérapie, c'est essentiel. Hein. Ces deux dispositifs, il faut les avoir parce que c'est deux usages différents, mais c'est le mode d'administration le plus pratique. Hein. Et surtout les verres fumés. Donc les verres fumés, c'est les verres marrons. Ils sont teintés en marron ou vert ou bleu, mais moi je préfère les marrons parce que ça ne laisse pas passer la lumière, donc ça ne détruit pas l'huile essentielle par les UV.
Donc ça, c'est vraiment des indispensables. Vous en avez partout. Amazon, Aromazone, il y en a partout, pharmacie évidemment. Il y en a partout de ça. Donc c'est vraiment pas compliqué à trouver. Hein. Donc voilà. Pour les enfants de moins de 8 ans, je ne conseille pas ce petit truc, même si ça peut marcher. Pour les enfants de moins de 8 ans, donc vous savez, c'est un peu stressant pour eux septembre. Parce que bon, c'est la rentrée, on n'est pas sûr d'être avec ses copains à la classe, parfois même on change carrément d'école, on a un nouveau maître ou une nouvelle maîtresse, qui en général se lâche d'entrée avec la poésie de la rentrée, qu'il va falloir résister devant tout le monde, et ça, je sais pas vous, mais moi c'était mon traumatisme, la poésie de la rentrée. Donc du coup pour eux, un petit roll-on ce coup-ci, hein, un roll-on, donc on va pas leur donner à manger, avec 10 gouttes d'huile essentielle de marjolaine, 10 gouttes de mandarine verte, 10 gouttes de petits grains bigarade, et on complète à 5 ml avec de l'huile de noisette. J'aime bien l'huile de noisette parce que c'est une huile sèche qui ne laisse pas de pellicule gras, ou de l'huile d'amande douce. Voilà. Et on applique sur les poignets du tout petit quand il est stressé, et on peut le faire jusqu'à 3 fois dans la journée. Ça détend. On peut aussi le mettre dans une petite pierre de diffusion qu'on va glisser dans la trousse pour que l'enfant respire. Voilà, ça va l'apaiser, mais par contre pas plus de 3 fois par jour. Voilà. Et un truc qui marche bien pour les petits, là, vous allez inventer une histoire de sortilège magique, de talisman, de Harry Potter, de ce que vous voulez. Voilà. Vous l'avez lu dans Harry Potter. Ils adorent. Et du coup, ils vont y aller. Ça marche à chaque fois. Vous leur inventez un sortilège. Vraiment, faites ce que vous voulez sur l'univers Narnia, Harry Potter. Mais ça fonctionne. Ça fonctionne de ouf. Les gamins, ils y croient, donc du coup, ils vont le faire. Waouh, que du bonheur. Alors pour cette nouvelle saison, mon très cher Isilionne, j'ai pas repris l'abonnement de Google Meets. Donc ce qui veut dire que quand je vous connecte à plusieurs, on reste 1 heure pile poil. Donc si jamais vous êtes déconnecté, c'est normal. Hein, sachez-le. Pour ça, je vous donne les timings là. Ok, ça marche. Donc du coup, il nous reste plus beaucoup. T'as tout compris. Ok, c'est dommage parce que du coup, j'ai pas le Witchcraft, mais vous avez qu'à me demander le plan. Le plan, hein, il est dedans avec tout bien, carrément un rituel entier. Du coup, je vais vite terminer sur les parfums puisque c'est ta partie préférée. Oui. Alors, sur les parfums, désolé, mais on va pas s'en servir chez les filles, ou très très peu. Et ça va surtout être dans les parfums masculins, et encore pas beaucoup, parce qu'on va lui préférer un romarin qui est beaucoup plus franc, ou un basilic qui est plus poivré. Donc c'est vraiment un truc qu'on va trouver chez les garçons. J'ai trouvé un parfum de chez Fragonard qui va l'utiliser pour les filles, c'est Canis. Je l'ai pas trouvé dans ma parfumerie, donc je ne peux pas vous dire à quoi ça correspond. Par contre, avec mon copain parfumeur, on a trouvé que c'était un parfum qui évoquait un jardin méditerranéen. Du coup, ça a du sens. Chez les garçons, on va le trouver dans le Van Cleef & Arpels, de chez Van Cleef & Arpels. Voilà, c'est un chypré aromatique, un petit peu old fashion, hein. Franchement, ça pue le vieux. Hein. Et dans le très fort Lanvin for Men de chez Lanvin, qui sent ça sent le mal, quoi. Ça sent fort. Moi, c'est pas du tout mes types de parfums. Hein. Ça sent très fort. Marjolaine dans les parfums, on va assez peu s'en servir. Donc voilà, donc si vous voulez mon plan, isilion@radioantasia.fr. Et pile poil, mon très cher Isilion, il reste 2 minutes. Merci beaucoup à tous les deux pour vos merveilleuses chroniques. C'était vraiment top, sincèrement. Petit mot de la fin à tous les deux. Merci, et puis bonne rentrée à tous les enchantasiens. Hein. On est super contents de revenir. Oui. Mais je vais laisser la parole à mon petit frère. Non, merci Alina, merci Zillion de la confiance que vous m'avez apportée. Puis merci aux auditeurs pour m'avoir écouté.
Eh ben waouh, c'est comme ça qu'on finalise vos chroniques. Ils sont ensemble, ils se connaissent bien hein, pour information. Donc c'est aussi une grande première pour Samuel. Donc c'est vrai que d'avoir Isilionne à tes côtés, c'est émouvant. Oui. Et ça promet pour la suite. En vrai, t'as pas besoin de moi. Hein. Ouais, t'as bien assuré. Ouais. Merci beaucoup. Vraiment. De rien. Mes très chers enchanteurs, écoutez, on est encore là à 13h tout à l'heure. Entre 13h et 14h, je serai aux côtés de Pascal. Les 15 premières minutes seront orientées autour de l'actualité. Je remercie Ophélie, au passage, qui m'a transmis plein d'actu autour des sorties. N'oubliez pas que ce week-end, on est aussi en week-end du patrimoine. Donc, n'hésitez pas à sortir, à aller découvrir ce qui se passe autour de chez vous pour découvrir des lieux. Donc, on va parler de ça. Puis avec Pascal, il va ouvrir les portes autour de la magnifique sujet des mégalithes du centre de Bretagne. Il a fait tout un travail de ouf autour de ce sujet. Donc, vous verrez, mes très chers enchanteurs, ça va être juste très, très, très beau. Cette deuxième partie d'émission avec le journal des sorcières. Sinon, ce soir, on n'oublie pas, bien sûr, avec la croisière folk d'Eric Cooper. Et en plus, Eric Cooper nous propose bien évidemment des astuces pour pouvoir utiliser la craie. Vous savez, la craie qu'on utilise sur le tableau, etc. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec la craie. Et là, si vous écoutez la croisière folk de ce soir, entre 20h et 21h, vous aurez bien évidemment plein de jolies astuces et aussi une magnifique émission relaxante autour du folk. Autre élément et pas des moindres, si vous avez raté l'émission d'hier soir, au grand retour des Murmures du Chaudron, j'étais en compagnie de notre merveilleuse Alexandra Gallo et on a parlé justement du téléfilm et du livre, du roman Les Brumes d'Avalon. On a essayé de voir, d'orienter les questions aussi et le sujet autour de la pratique magique. Est-ce que les prêtresses d'Avalon que l'on retrouve à Glastonbury sont exactement dans le même univers que le téléfilm et le roman? Donc si vous avez raté cette émission, elle sera en rediffusion dimanche prochain exceptionnellement, puisque vous savez que vendredi 26 septembre, nous aurons la team de Speak and Spell en direct. Et oui, grand retour de la team de Speak and Spell, donc il n'y aura pas de rediffusion, on sera bien en live le vendredi 26 septembre, et donc rediffusion de l'émission des Murmures du Chaudron d'hier, dimanche 28 septembre, mes très chers enchanteurs. Donc je vous fais plein de gros bisous, n'hésitez pas à envoyer vos mails. Donc il y a Vera bien sûr avec sa jolie chronique autour de la lithothérapie pour cette nouvelle saison. Donc Vera, VERA @radioantasia.fr. Vous pouvez également contacter Isilionne. Donc Isilionne, je remercie Isilionne pour les liens. Alors je crois pas encore que Samuel ait un mail officiel pour le moment, mais ça va. Je vais essayer de faire ça cette semaine, Isilionne, pour info, parce qu'il me semble pas que je lui ai créé un mail pour le moment. Donc au pire, vous pouvez toujours écrire à Isilionne si vous voulez écrire à Samuel le temps que son mail se mette en place. Donc Isilionne, donc ISILION @radioantasia.fr pour pouvoir recevoir le merveilleux plan de Isilionne et pourquoi pas Samuel aussi si vous voulez les deux. Je crois que je n'ai rien oublié à part vous souhaiter un très joyeux équinoxe, mes très chers enchanteurs. Et oui, demain, c'est Mabon, donc l'équinoxe d'automne. Donc on vous embrasse toutes et tous très très fort. Samala, je voulais te remercier pour ton très joli message. J'ai aussi reçu un autre message magnifique, une carte magique cette semaine. Je voulais vous dire vraiment merci pour tous vos messages parce que on a eu Antasia matin là toute la semaine pour la préparation du sabbat de Mabon en version Faerie et j'ai reçu des tas de messages avec plein de questions autour de la pratique de la Faerie. Donc je vous remercie. Et Samala, je promis, je te réponds rapidement. C'est que là, le week-end, c'est un peu rock'n'roll en fait, pour être honnête. Donc là, vous voyez, il est 12h07. Je vais rendre l'antenne, je vais manger un petit bout et je reviens entre 13h et 14h avec Pascal. Donc soyez au rendez-vous, venez sur le chat, on sera tous là. Donc n'hésitez pas, vous pensez au JT 13h de TF1 et vous savez qu'on est là le dimanche. Bref, donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis donc à tout à l'heure pour le journal des sorcières. Bisous et bon dimanche à tous.